Ça marche, ouais. Bonsoir tout le monde. Alors, il flotte depuis dimanche un air d'une étrange victoire. Ok, chaque défaite des fascistes est une victoire, même si elle est sur le plan psychologique ou électoral. D'autant plus quand on annonce partout et avec autant de complaisance ou de résignation la victoire des fascistes. Mais dans le flou qui persiste, il reste difficile de savoir qu'est-ce qu'on a gagné, pour qui on l'a gagné et pour combien de temps. C'est même tout le principe d'une victoire d'un front électoral républicain de susciter presque autant de soulagement que de confusion. Il faut être honnête, une victoire du front républicain, ce n'est pas une victoire de notre camp, c'est un répit. C'est du temps supplémentaire arraché par la fraction du peuple qui ne se résout pas à la solution fasciste. À nous de nous en servir, et pour ça, repérer les amis dans la séquence, identifier les différents ennemis et analyser leur degré d'adversité. C'est ce que je vais essayer de faire ici, tracer des lignes pour se sortir de la situation présente qu'on peut résumer ainsi. Nous sommes aux portes d'un nouveau fascisme. La victoire du Rassemblement national aurait constitué un passage de seuil décisif en France, où l'État est si puissant et la bourgeoisie si vicieuse. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. L'extrême droite, elle n'est pas du tout défaite. Elle progresse même considérablement. Avec plus de 10 millions d'électeurs, elle n'a jamais eu autant de députés ni d'influence. L'hypothèse de l'union des droites, elle gagne du terrain. Et les agressions fascistes, qu'elles soient civiles ou policières, qui sont multipliées au cours de cette campagne, c'est qu'un aperçu de ce qui nous attend potentiellement. Dans cet effort de cartographie, il faut d'emblée éviter une erreur. Le RN, Zemmour et ses sbires, les bandes fascistes avec lesquelles on s'affronte dans la rue, elles n'ont pas le monopole de la fascisation. Lié à la crise du néolibéralisme et à la persistance des structures néocoloniales en France, c'est l'intensification de l'autoritarisme et du racisme qui sécrète la possibilité du fascisme dans ce pays. Cette possibilité, elle est alimentée par l'ensemble des forces politiques qui ont gouverné depuis des décennies. La guerre contre les pauvres, la traque à l'ennemi intérieur et les embardés impérialistes à l'extérieur, c'est ça le terreau du fascisme. Comment ne pas évoquer les responsabilités des instigateurs des lois sur le voile de 2004 jusqu'à celles sur le séparatisme en 2021 ? Des réformes des retraites à répétition et de la loi travail, de la proposition de déchéance de la nationalité, de la constitutionnalisation de l'état d'urgence, des interventions en Libye, au Mali ou du soutien à la guerre génocidaire en cours en Palestine occupée. Si le scénario d'un gouvernement RN, il est repoussé pour l'heure, ce n'est pas le cas d'un durcissement à droite. La Macronie, elle a déjà marqué une fuite en avant vers des politiques fascisantes et l'ego d'un homme articulé avec la radicalisation de la bourgeoisie rend les choses plus incertaines encore. Pour le dire clairement, on n'est pas à l'abri d'un coup de Trafalgar bonapartiste qui viendrait de l'extrême centre plutôt que de l'extrême droite. Il n'y a pas d'autre choix que de briser collectivement cette trajectoire, cette tendance vers le fascisme, et c'est ça notre tâche. Alors qui c'est ce nous ? C'est la seconde chose que le Front républicain rend confus, particulièrement dans l'agencement spécifique du nouveau Front populaire. À la fin, on a toujours revendiqué depuis longtemps un antifascisme autonome, un ennemi principal, le fascisme comme tendance de fond du capitalisme et tout ce qui l'alimente, mais aussi un adversaire dont il faut se méfier systématiquement, la gauche comme médiation du capital. À l'évidence, depuis quelques années, le mot gauche dessine pourtant deux réalités engagées dans des processus contradictoires. Se tient d'un côté la gauche classique, qu'on appellera ici gauche de trahison, et notre génération est marquée au fer rouge par le plus jamais le PS qui suit le quinquennat Hollande et la loi contre la loi travail. Comme nos aînés savent bien que le mitterrandisme a clos une séquence révolutionnaire de lutte bien plus qu'il l'a prolongée. De l'autre côté se tient une gauche de rupture potentielle qui a fait le pari de traduire dans le camp de la politique institutionnelle une partie des mots d'ordre élaborés dans les luttes populaires dans lesquelles on s'est investi depuis 10 ans et à travers lesquelles on attendait de braver le consensus néolibéral et l'intensification raciste. Seulement, pour des raisons électorales évidentes, ces deux réalités, dont les contours changent au gré des marées, sont pris ensemble dans une danse infernale qui pourrait nous entraîner tous. Notre tâche, elle est donc double. D'abord, ne pas laisser l'antifascisme et les pratiques de résistance populaire se cantonner à la lutte contre l'extrême droite et tenir bon sur l'opposition à l'ensemble des forces qui participent à la fascisation. Bref, ne pas tomber dans le panneau possible d'un front républicain qui reconduirait une figure de l'extrême centre ou du centre droit en guise de barrage. Il n'y a plus d'alternative réelle au fascisme qu'à l'extérieur de ses coordonnées. Ensuite, dessiner un type de relation à la gauche de rupture potentielle basé sur un maintien de la pression qui permette simultanément d'exiger qu'elle tienne sur les revendications qu'on lui a imposées de haute lutte et de faire face, depuis l'extérieur des institutions, aux oppositions violentes que ces mesures, même minimalement réformistes, ne manqueront pas de provoquer, ou aux défections qu'elles suscitent déjà chez les prétendus frondeurs. C'est l'espace praticable dans la situation, et cet espace est mince. Construire le bloc populaire, pas comme une donnée sociologique ou électorale, mais comme un bloc en mouvement. Cela n'aura lieu que si on développe une politique de la rue.
La rue, pas comme la fétichisation de pratiques, si conflictuelles soient-elles, dans l'espace quadrillé, des mobilisations attendues. Non. La rue, comme la voie de l'action capable de déterminer les cibles logiques, d'employer des moyens adéquats pour les défaire nos ennemis et les infrastructures qui le soutiennent. Cette voie n'est possible qu'à condition de pratiquer une politique qui conjugue habilement défense et attaque. Une défense acharnée, ferme et sévère des mots d'ordre élaborés dans le bouillonnement des luttes et portés dans le camp de la politique institutionnelle par les forces de la gauche de rupture. Et une offensive acharnée pour déborder continuellement ses forces, rendre l'aller-retour irréversible, enclencher une trajectoire de bifurcation. Désarmer les bassines, la police, l'impérialisme français, démanteler les lois islamophobes, le complexe agro-industriel et la Ve République. S'ancrer dans les territoires abandonnés par les services publics, reprendre des terres, inventer des nouvelles formes de vie et de résistance, construire le contre-pouvoir, préparer le monde d'après. À la croisée des chemins, nous voulons tout et on doit absolument s'en donner les moyens. Un camarade juif palestinien communiste, mort il y a quelques jours, a eu l'audace insensée, il y a quelques années, de proposer des premières mesures révolutionnaires. C'est ce genre d'audace qui ne doit pas nous faire défaut. Ce genre de mesures qu'il faut discuter partout, dans les comités populaires et les fronts antiracistes et anti-impérialistes. Pour clore son livre, Éric Hazan concluait « Puisque le temps presse, pressons le pas ». Voilà, merci.